Raconte-moi ta recherche, un podcast de vulgarisation scientifique de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine. Bonjour et bienvenue dans ce numéro Raconte-moi ta recherche. Nous accueillons Marie-Hélène Jacques. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? Alors, voilà, je suis donc Marie-Hélène Jacques, j'ai 54 ans et je suis maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Poitiers. Je suis rattachée à l'École supérieure du professorat et de l'éducation du pôle universitaire de Niort. Et du point de vue recherche, mon laboratoire, c'est le GRESCO, le groupe de recherche sociologique sur les sociétés contemporaines, qui est un laboratoire bicite Poitiers-Limoges. Voilà, et moi, je suis rattachée à l'équipe de Poitiers. Et quel est votre parcours d'études ? Ah, mon parcours d'études. Alors, j'ai commencé ma carrière au milieu des années 80 comme institutrice, juste après le bac. Puis, j'ai fait le choix de devenir professeure des écoles spécialisées. Et j'ai passé donc une spécialisation pour enseigner auprès d'adolescents en grande difficulté scolaire et sociale, en SECPA et en EREA. C'est le métier que j'ai exercé pendant 15 ans. Et pendant cet exercice professionnel, j'ai également repris mes études donc en sciences de l'éducation jusqu'à une thèse de doctorat qui portait sur les représentations d'avenir des lycéens de terminale. Comment décident-ils de s'orienter, font-ils leur choix? Et grâce à cette thèse de doctorat, donc voilà, j'ai le titre de docteur en sciences de l'éducation, j'ai pu être recrutée à l'université de Poitiers, où j'ai eu en charge la formation des enseignants spécialisés, mais aussi celle des professeurs des écoles et professeurs de lycée-collège, et où j'ai eu le privilège de mettre en place un master sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà pour mon parcours. Et du point de vue recherche, eh bien, je continue mes recherches au sein du GRESCO, plus particulièrement sur la question des parcours d'orientation, sur la question des charnières dans une vie professionnelle, comment on s'oriente, comment on bifurque, comment on se réoriente. Voilà. Et donc du coup, racontez-nous de cette recherche en termes de méthodes utilisées pour la mener. Alors en fait, cette recherche, je parlerai plutôt au pluriel, Alexandra, parce que mes recherches portent sur divers terrains. La première, donc, comme je l'ai dit, celle de thèse, elle portait sur les lycéens de terminale et sur en particulier leur représentation d'avenir. Puis c'est vrai que ça m'a questionné, hein, c'est la motivation. Pourquoi faire une recherche sur ces questions ? Eh bien, je pense que mon exercice professionnel d'enseignante spécialisée m'a mise vraiment en face des inégalités d'orientation. Tout le monde n'a pas les mêmes chances au départ. Comment augmenter ses chances, amener chacun à choisir son orientation scolaire, à pouvoir bifurquer dans son parcours lorsqu'il le souhaite, à pouvoir aussi, j'ai envie de dire, reprendre sa vie en main lorsqu'une personne a un accident de parcours, un chômage, une maladie, un handicap. Donc en fait, ma première recherche, elle portait sur les lycéens de terminale, mais ensuite, je me suis particulièrement intéressée aux personnes qui entreprennent une validation d'acquis de l'expérience. Alors, pour les plus jeunes de vos auditeurs, eh bien, c'est la possibilité de valider un diplôme en ayant eu une expérience dans le métier, en fait. Donc là, je me suis rendu compte aussi dans ma recherche que finalement, les personnes qui entreprennent une VAE, une validation d'acquis, bien souvent, elles font ça pour une deuxième chance, parce qu'elles n'ont pas pu faire les études qu'elles souhaitaient au départ. Et on se rend compte que cette validation d'acquis, c'est quand même pas tout à fait une deuxième chance, parce que c'est une démarche complexe. Autre recherche que j'ai conduite, alors qui va là intéresser peut-être pas mal de monde, c'est la question de l'apprentissage. Comment on rentre en apprentissage, en particulier après la classe de 3e. C'est très difficile de trouver un patron, de se faire recruter comme apprenti, et ensuite, j'ai envie de dire, de tenir le coup dans son apprentissage, parce que c'est un parcours complexe. Et donc là, la méthode employée a été celle des entretiens réguliers, ce qu'on appelle des entretiens avec réinterrogation, c'est-à-dire que j'ai interviewé des collégiens en fin de 3e
qui souhaitaient rentrer en apprentissage. Puis je les ai réinterrogés 1 an et demi après. Certains d'entre eux avaient eu la chance de trouver un patron et d'autres eh bien, avaient dû, on va dire, se replier sur le lycée pro, où d'autres étaient un petit peu en difficulté. Et puis je les ai réinterrogés 4 ans après pour voir ce qu'ils étaient devenus. Et ainsi, j'ai pu étudier quelles étaient aux charnières de leur parcours les difficultés, mais aussi les appuis qu'ils avaient eus. Et peut-être qu'on y reviendra, mais cette question des appuis est pour moi très importante. Donc cette méthodologie d'entretien qu'on va dire ou d'enquête longitudinale, c'est-à-dire où on interviewe une personne à un instant T de son parcours, puis on la rencontre à nouveau quelques mois ou quelques années après. C'est maintenant une méthodologie que j'ai validée et que j'ai mise en place. Alors avec les apprentis, elle a porté ses fruits, hein, puisque j'ai pu voir ce qui permettait de rentrer dans un apprentissage de manière réussie et ce qui était au contraire plus difficile ou ce qui créait des obstacles. Et donc cette méthode, je l'ai réutilisée avec des étudiants de master. Alors le master, voilà, c'est Bac+5, c'est-à-dire des gens qui font des études très longues. Et donc, je les ai interviewés en fin de master alors qu'ils font leur stage long de fin d'études, c'est-à-dire ce stage qui va leur donner une mission dans le cadre de leurs études. Et puis, je les ai réinterrogés 1 an après, puis 2 ans après, pour voir quels étaient les points d'appui pour rentrer en emploi après un master. Voilà, donc une méthode longitudinale que j'ai validée sur plusieurs enquêtes qui me permettent de travailler ces charnières. J'aurais envie aussi d'évoquer une autre étude, une autre recherche qui porte, elle, sur des grands adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap mental qui sont scolarisés dans un IME ou un IM Pro. Et lorsqu'ils commencent à grandir et à avoir 16, 17, 18 ans, comment les intégrer dans la vie professionnelle. Donc là, la recherche a porté sur la constitution d'un annuaire personnel de ressources, c'est-à-dire un travail à partir de photographies prises lors de leur stage chez ces jeunes et lors de leur retour en IM Pro, comment à partir de la légende qu'on met sur ces photos, on arrive à identifier qu'est-ce qui marche pour moi, quelles sont mes compétences, quels sont mes points d'appui. Et là aussi, à travers cela, on travaille de manière échelonnée et longitudinale leur parcours et leurs points d'appui. Et qu'est-ce que le résultat de vos recherches pourrait changer concrètement pour moi, pour les néo-aquitains et la population française dans la vie de tous les jours ? Alors, peut-être dans la vie de tous les jours, peut-être pas, mais en tout cas dans ces moments fondamentaux d'une vie que sont les choix d'orientation, les moments où on décide aussi de se réorienter, ou bien lorsqu'on a vécu des difficultés professionnelles ou personnelles importantes et qu'on décide, pourquoi pas, de changer de voie ou de reprendre sa vie en main. Alors, cette question-là, ce que j'ai appelé les charnières d'un parcours, alors le mot un peu plus savant que j'emploie, c'est les transitions biographiques, c'est-à-dire dans une vie, en fait, les moments où il y a des modifications, des changements dans son espace de vie. Cette histoire de l'annuaire de ressources dont je viens de parler avec les jeunes en situation de handicap mental, je pense que si des accompagnements personnalisés de personnes permettent à chacun de mettre en place son propre annuaire personnel de ressources, c'est-à-dire les photographies des moments où je me suis sentie en réussite, les photographies avec une légende, des moments où j'ai eu l'impression d'avoir réussi quelque chose, par exemple une tâche professionnelle. Eh bien, alors, ça va contribuer à sécuriser mon parcours. Parce que grâce à cela, je vais avoir le sentiment de compétence, c'est-à-dire le sentiment d'être capable de quelque chose, de le réussir. Et donc du coup, ça va forcément améliorer l'estime de soi, améliorer aussi la projection qu'on peut avoir, se dire mais ça j'ai envie de le tenter, j'ai envie de me lancer parce que je sais que je suis capable.
J'ai envie de prendre l'exemple de Jérémy. Jérémy, c'est un jeune homme de 18 ans qui est en situation de handicap mental et qui a toujours eu envie de travailler dans le domaine de... Il disait, j'ai envie de travailler dehors, dans le domaine des espaces verts. Et puis, il a eu l'opportunité de faire un mini-stage dans une entreprise d'espaces verts. Et pendant ce stage, il a donc photographié des moments qui lui semblaient des moments de réussite. En particulier, il a photographié le moment où il a appris à réaliser un parterre de fleurs avec un alignement très régulier pour que les plantations soient très belles. Bon. Et à partir de cette photographie et d'autres, il a pu verbaliser les compétences qu'il avait acquises. Il a pu se présenter devant un patron en disant « Regardez, je suis capable, tout seul, alors que je suis en situation de handicap, de réaliser un parterre de fleurs avec telle méthode, et donc je peux être pour vous un employé capable de faire ça. » Donc on voit bien à travers l'exemple de Jérémy que si on arrive à mettre en mémoire des expériences qu'on juge positives pour soi, alors là je parle d'expériences professionnelles, dans le cas de Jérémy, mais ça peut être aussi, j'ai été capable de gérer un déplacement tout seul, de prendre mes billets de train, de m'organiser pour faire un voyage lointain, ou par exemple, j'ai été capable d'être bénévole dans une association, d'aider les autres, etc. Si à partir de ces photographies, ce qu'on va appeler une trace de ces expériences, eh bien, on va en fait les capitaliser, c'est-à-dire les avoir pour soi, les garder en mémoire. Et du coup, je pense que ça, je l'ai validé dans mes recherches, que c'est quelque chose qui ensuite contribue à se sentir fier de soi, en estime de soi, positif, lorsqu'on aborde une phase du parcours plus difficile. Par exemple, lorsqu'on cherche un emploi, lorsqu'on cherche un logement, tout simplement, lorsqu'on va avoir envie de se réorienter parce que professionnellement, on ne se sent pas à la place. Donc cet annuaire personnel de ressources va être pour moi un outil qui va aider, alors la vie de tous les jours, je ne sais pas, mais en tout cas ces moments clés dans une vie. C'est-à-dire, comme on fait un petit peu un album de photos de famille, est-ce qu'on ne pourrait pas inciter tout collégien, devenant lycéen, devenant ensuite un jeune adulte. Alors, j'ai envie de dire, en plus, de nos jours, avec nos outils numériques, nos téléphones portables, nos tablettes, etc., on a une grande facilité à garder en mémoire des images. On en prend beaucoup. Bon. Et là, il faudrait s'astreindre à garder en mémoire des images de situations positives où on a senti qu'on grandissait, qu'on devenait compétent. Alors, ça peut être chez l'élève de 6e, le fait d'avoir réussi un premier exposé. C'est compliqué de parler devant une assistance. Donc, d'avoir réussi un exposé. Ça peut être aussi, pourquoi pas, avoir réussi une situation sportive, une course d'orientation. Ça peut être être fier de sa production en art visuel. Ça peut être un tas de choses. Être capable de parler dans une langue étrangère. Donc, j'apprends l'anglais, je suis capable de parler dans une langue étrangère, etc. Donc, chaque fois qu'on sent qu'on réussit quelque chose et que ça va faire un point d'appui, l'idée ce serait de le garder en mémoire. Photos, micro-enregistrement, légendage de photos, etc. Et que cette traçabilité, cet annuaire personnel, finalement cet album de vie, ils servent ensuite lors des moments où on a des décisions à prendre, où on a des choix à faire aussi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Je ne sais pas. Alors, si on revient à ces expériences positives, ça serait intéressant. Alors, oui, Julien, le mettre dans les programmes, le programme d'éducation à l'orientation au collège préconise un petit peu ce genre de choses, mais pour ma part, je trouve que ça n'est pas assez formalisé et qu'il faudrait presque le rendre obligatoire dans le socle commun de connaissances et de compétences, parce que ça, encore une fois, c'est destiné à sécuriser les parcours plus tard. J'ai presque envie de dire que plus les personnes sont potentiellement vulnérables, parce qu'elles sont en situation de handicap, mais je pense aussi dans les missions locales d'insertion, avec des jeunes qui sont faiblement diplômés parce que leur vie antérieure les a un petit peu malmenés, ou bien dans les pôles emploi. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a affaire, plus les personnes sont vulnérables et plus
Quand on aura cette trace des points d'appui, alors ça va être en quelque sorte un ressort au rebond. Donc, personnes en situation de handicap, qu'il soit mental, psychique, moteur, sensoriel, personnes fragilisées dans leur parcours scolaire. Je pense que là, pour moi, on parle d'accessibilité et d'inclusion. Eh bien, l'annuaire personnel de ressources, pour moi, c'est un peu une rampe d'accès en quelque sorte, hein, si je prends une image qui puisse permettre aux personnes les plus fragilisées de se sentir fortes de leurs acquis et d'accéder à des emplois, d'accéder à des loisirs aussi, d'accéder au logement, enfin tout ce qui fait l'inclusion. Très bien, merci beaucoup Marie-Hélène. Merci Alexandra. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.